BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, il est 15h, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette demi-heure. Nous avons beaucoup de sujets aujourd'hui, la sécurité, le cours du Bitcoin, les Bitcoin Treasury Companies avec mes invités. Rémi Davis, fondateur de Protégez vos cryptos. Bonjour Rémi. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir sur cette émission. En face de vous, Yves Chouefati, président fondateur de Tobam, la société de gestion d'actifs. Bonjour Yves. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir également. Et Gary Beneza, fondateur de Crypto Coulisses. Bonjour Gary, Sandra. Vous allez bien? Super, et vous? Ravi de vous avoir aussi. Merci. Oui, ça va très bien, merci. Vous savez que vous pouvez, vous, auditeurs, téléspectateurs, nous écrire dans cette émission avec vous, pas du tout avec vous, crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis de 15h à 15h30. BFM Crypto, le club, c'est parti. Pour commencer cette semaine, on va faire un point sur le cours du Bitcoin. Gary Beneza, 86 000, un peu plus de 86 000 $. C'est remonté. C'est un petit peu remonté en effet, parce qu'on a eu une petite pointe vers les 80 000 $ en fin de semaine dernière. Ouais. Pour mettre un peu de contexte, c'est vrai que suite au crash du 10 octobre dernier, les prix se sont effondrés. Pour rappel, on avait eu la plus grosse liquidation de l'histoire du marché de la crypto, plus de 20 milliards de dollars d'actifs qui avaient été liquidés en une soirée. L'open interest sur les futurs avait chuté de 10 milliards, donc la tendance baissière à court terme avait clairement été cassée. Après, je nuancerai un peu ce qui est en train de se passer parce que quand on regarde les ETF, notamment Spot la semaine dernière, on a eu une baisse d'à peu près 1 milliard de dollars sur la semaine, ce qui n'est pas tant que ça. Et le vendredi dernier, on a même eu des inflows positifs de 238 millions de dollars. Donc ça montre que les institutionnels restent exposés. Autre point, quand on regarde les wallets qui détiennent plus de 1000 bitcoins ou même 10 000 bitcoins, ils sont en hausse ces derniers jours. Donc voilà, ça montre encore une fois qu'il y a peut-être une rotation des bitcoins avec les short-term holders, donc les détenteurs de court terme, qui ont clairement capitulé. On le voit, ils ont encore plus capitulé qu'à l'époque du crash de FTX. Donc ça a été une vraie capitulation. C'est pas le cas des détenteurs de long terme. Pour rappel, détenteurs de court terme, c'est ceux qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 5 mois. Long terme, donc c'est ceux qui détiennent depuis plus de 5 mois. Et enfin, je dirais qu'il y a deux supports majeurs quand même sur le prix du Bitcoin. Le coût de production d'un Bitcoin, qui est aux alentours aujourd'hui de 85 000 $, donc pour l'instant qui fait support. Et après, le coût de l'électricité, qui est aux alentours, il me semble, de 68 000 $. Donc voilà, il y a ces deux supports qui sont présents, qui permettraient aussi d'ajuster le prix. Voilà, je ne pense pas qu'on va descendre en dessous de cette zone à court terme. Sinon, les mineurs, je ne sais pas comment ils feraient, les mineurs de Bitcoin devraient peut-être débrancher les machines à voir. Un autre point intéressant, c'est on va dire les ETF. Au niveau des ETF, le montant moyen des ETF, aujourd'hui, il est à 90 000 $. Donc, les investisseurs qui ont investi via les ETF ont un prix d'entrée de 82 000 $. Le prix a rebondi sur ce montant-là la semaine dernière. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est OK. Après, à court terme, c'est peut-être pas à exclure qu'on aille balayer la zone des 70 000, 80 000 $, parce qu'il y a beaucoup de positions longues dans cette zone-là à aller liquider. Donc pourquoi pas aller la balayer cette zone-là. Et enfin, je dirais que voilà, la dynamique de court terme, elle a été cassée a été cassée. Mais pour l'instant, on pourrait très bien avoir un market de range entre les 70 000 et 120 000 $. Pourquoi pas sur les prochains mois. Yves, qu'est-ce que vous en pensez de cette baisse? Et à partir de combien et de quel timing on pourrait parler de bear market? Mon premier commentaire, c'est la volatilité. En fait, le Bitcoin, c'est un instrument extrêmement volatile. Et c'est quoi la définition de la volatilité? C'est l'incertitude sur le prix. C'est que le prix n'est pas déterminable. Si on sait déterminer le prix d'un objet, son prix est constant, il ne bouge pas. Et Bitcoin, c'est un projet de monnaie. Ce n'est pas une monnaie aujourd'hui, c'est un projet de monnaie. Et comme tous les projets, ils sont voués à l'échec ou à la réussite. Et c'est en fait la rencontre de ces deux scénarios qui se cristallisent sous forme de volatilité. Si vous voulez posséder du Bitcoin, mon conseil, c'est ne regardez jamais son prix. Voilà, on regardera son prix dans 10 ans. Quand on a commencé à acheter du Bitcoin il y a 10 ans, maintenant on peut commencer à regarder le prix, on est très heureux. Et là, c'est la même chose. Il ne faut pas regarder le prix à court terme. Pourquoi? Parce que la volatilité fait que le prix est inestimable. Et il faut vraiment rester extrêmement serein. Les causes qui ont fait l'appréciation du Bitcoin, elles sont là pour durer. C'est l'inflation de l'émission monétaire. Le plus grand déséquilibre de la planète, c'est le déséquilibre entre les ressources des États et leurs dépenses.
C'est très très déséquilibré. De ce déséquilibre, il va résulter forcément un mouvement. Il y a 3 mouvements possibles. Premier mouvement, c'est l'augmentation des impôts. Ça n'ira pas beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Malgré les promesses. Malgré les promesses non tenues. La deuxième possibilité, c'est une très forte baisse des dépenses, qui n'aura pas lieu non plus. La seule troisième option, c'est l'impression de monnaie. Et ça, on est certain que ça va arriver. Et donc, il vaut mieux posséder du Bitcoin sur le très long terme qu'à peu près n'importe quel autre actif. Rémi, votre avis ? Alors, mon avis sur la possession de Bitcoin, je partage l'avis d'Yves. C'est l'essence même de pourquoi Bitcoin a été créé, pour faire face à cette dette galopante et avoir un actif qui ne dépend pas de politique monétaire et du système qui aujourd'hui régit la plupart des échanges et de nos marchés. Ce que je peux voir dans la partie des clients que j'accompagne, c'est un mouvement quand même d'inquiétude, c'est-à-dire que, et du coup une baisse de vigilance. Quand les marchés en fait sont comme ça volatiles, tout de suite c'est un petit peu le cerveau reptilien qui reprend le dessus et on se dit qu'est-ce que je fais ? J'achète, je vends. Donc pour certains qui sont rentrés trop haut, ils ont potentiellement perdu de l'argent, donc on est en mode panic sell, ce qu'on appelle. Pour d'autres qui étaient là trop tard, se disaient c'est un bon point d'entrée. Donc il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de précipitation autour de cette volatilité et des comportements à risque. Et aujourd'hui, il y a quand même une industrie qui, elle, ne s'arrête jamais, quel que soit le prix de Bitcoin. C'est l'industrie, en fait, des hackers. Et l'autre chose qui ne s'arrête jamais, c'est les erreurs qu'on peut faire quand on est sous le coup de l'émotion. Donc, d'un point de vue sécurité, je dirais, il est surtout important de ne pas paniquer pour éviter les erreurs de sécurité. Et il est également important de ne pas céder en fait à la sirène de l'achat rapide et de hackers qui pourraient vous amener vers des risques beaucoup plus importants. Juste pour finir, moins 30% sur un portefeuille, c'est une chose, mais ça peut aller jusqu'à moins 100%. Avec une simple erreur technique ou un phishing bien ficelé. Donc il faut être assez vigilant sur ses émotions pendant ce cycle-là. On va parler de sécurité dans un instant, effectivement. Les 70 000, Gary, pour terminer sur ce cours, ce serait à peu près quand ? Ce serait avant la fin de l'année, d'après vous ? Alors, je ne sais pas si on va les atteindre, mais en tout cas, je pense que ce serait un support assez solide parce que on pourrait très bien avoir un range market de plusieurs mois entre les 70 000 et 120 000 $. Est-ce qu'on va y aller, en tout cas en ligne droite ? Je ne pense pas. Si on devait y aller, il y aurait des rebonds forcément. Je pense que si on atteignait cette zone, ce serait quand même une bonne zone de rebond. En tout cas, je pense que même malgré la chute qui s'est faite en ligne droite, je trouve que quand on regarde les flux et justement les transferts de capitaux, la rotation qui s'opère, c'est plutôt intéressant parce que je trouve qu'il n'y a pas trop matière à s'inquiéter. Et moi, de toute façon, comme disait Yves aussi, le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui va investir dans le Bitcoin avant d'investir, c'est de le comprendre. De comprendre aussi la structure de marché et comprendre dans quoi on investit. Pour terminer, Eric Larchevêque disait la semaine dernière sur ce plateau, c'est pas un investissement, c'est un aboutissement. Vous êtes d'accord, Yves ? On est dans cet esprit-là. C'est l'aboutissement d'une longue histoire monétaire, effectivement, et l'arrivée d'un nouveau standard. La technologie résout beaucoup de problèmes, si on regarde un peu l'histoire, et il y a un problème qu'elle n'avait pas résolu. C'est le problème de la monnaie. Et là, pour la première fois, on a vraiment une réponse technologique à ce grand problème qui est comment, effectivement, transporter de la valeur dans le temps. Et là, pour la première fois, on a vraiment une réponse qui n'est pas politique, mais une réponse qui est technologique. On reviendra dans un instant sur votre sujet, les bitcoins, Treasury Companies, parce que c'est très intéressant d'étudier ce modèle économique qui vraiment se développe. Mais on va parler de sécurité. Avant cela, effectivement, avec vous, Rébin Daliz, vous travaillez là-dessus, avec protéger vos cryptos. Ce que vous dites, c'est que, évidemment, quand on commence à être investisseur dans les cryptos et dans le bitcoin, il faut faire très attention à ses possessions, finalement au pare-feu qu'on met en place, et que pour autant être sa propre banque, posséder ses propres bitcoins, c'est pas si facile, c'est stressant. C'est pas si facile, c'est stressant, et c'est d'autant plus stressant à mesure que le patrimoine augmente. Sans parler de technologie, ou alors en parlant d'une technologie que tout le monde connaît, c'est-à-dire le coffre personnel.
pour faire l'analogie avec le fait de posséder soi-même ces cryptos, puisqu'une part des investisseurs croissantes possèdent ces cryptos directement grâce à des clés comme les clés Ledger et puis d'autres produits. C'est la moitié en France. Seulement la moitié des détenteurs de cryptos les possèdent elles-mêmes. Ouais, peut-être même moins en fait. Ouais. Il y a différentes façons de conserver soi-même, soit avec un software qui n'est pas la solution la plus sûre, soit directement avec un hardware wallet, un portefeuille matériel comme Ledger. Et pour revenir sur ce mode de détention et pour faire l'analogie avec le coffre personnel à la maison, quand vous assurez la conservation de quelques milliers d'euros chez vous, bijoux, montres, papier, dans un coffre, c'est une chose. Quand ce qui est à l'intérieur de ce coffre commence à représenter des centaines de milliers d'euros, voire potentiellement des millions, eh bien c'est plus la même chose. Vous voyez plus la sécurité en fait de la même façon, et donc ça peut devenir très anxiogène pour quelqu'un qui est sa propre banque. C'est un petit peu comme si à un moment vous deveniez en étant votre propre banque, votre propre société informatique et votre propre société de transport de fonds quelque part. Donc vous avez une responsabilité croissante. Et en plus, le mode de détention fait que le transmettre est également compliqué. La façon de conserver en self-custody, en portefeuille auto-hébergé du Bitcoin, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la sauvegarde, la phrase de récupération, cette fameuse liste de 24 mots qui est le backup ultime qui vous permet de réaccéder à vos cryptos. Eh bien, on peut considérer ça limite comme un bon haut porteur. Donc, comment je protège cette phrase ? Qu'est-ce qu'il va advenir de cette phrase si je décède et si je n'ai pas mis en place ce qu'il fallait pour assurer que mes proches puissent le récupérer ? Et comment le récupéreront-ils de la façon la plus sécurisée et confidentielle possible ? Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut faire preuve de sang-froid là-dedans. Donnez-nous un peu les clés de comment on gère bien en une minute ce portefeuille. Je sais qu'une minute, c'est très peu pour l'expliquer. Mais voilà, les bons gestes à avoir aujourd'hui quand on a un portefeuille crypto. Alors, les bons gestes, c'est déjà de bien se renseigner sur comment fonctionne ce produit et d'imaginer des scénarios un petit peu critiques, c'est-à-dire si le produit ne fonctionne plus, comment je peux récupérer ma crypto. Ensuite, cette fameuse phrase de récupération que vous avez, il est très important de la conserver en lieu sûr et de la protéger. Donc, ne pas rester sur du papier, ne pas la conserver, alors encore moins de façon numérique, c'est-à-dire sur un gestionnaire de mots de passe, sur un ordinateur, dans un téléphone, en photo. Et ensuite, se poser les questions. OK, si quelqu'un rentre chez moi, est-ce qu'il peut avoir accès à mes cryptos, oui ou non ? Comment je fais ? Si demain, il m'arrive quelque chose, est-ce que ma femme, mon mari, mes enfants peuvent récupérer cette crypto et comment ? Donc, il y a vraiment une culture à développer et une hygiène numérique à développer avec ce type de produit. C'est un super instrument de souveraineté et de sécurité, mais il vient avec des responsabilités. Il faut prendre la mesure de ces responsabilités. Une fois qu'on a fait ça, malgré tout, il y a un contexte, il y a un environnement réglementaire. Et ce qui dans l'actualité réglementaire, vous inquiète, c'est le DAC 8. Oui. Alors pourquoi ça m'inquiète, et je ne suis pas le seul à m'en inquiéter, on se rappelle un petit peu le contexte extrêmement anxiogène d'il y a quelques mois où des personnes exposées, mais également pas si exposées que ça, étaient victimes de kidnapping ou de tentatives de kidnapping. DAC 8, pour le remettre dans ce contexte, c'est une opération de coordination internationale entre États membres et plateformes qui vise à remonter à partir du 1er janvier 2026 automatiquement aux administrations fiscales tous les comptes d'actifs numériques ouverts à l'étranger. Et donc, bon, en ça, ce n'est que finalement la continuité de DAC 2 qui existe déjà, où lorsque vous avez un compte d'actifs ouvert à l'étranger, il remonte à l'administration fiscale, que vous le déclariez ou pas. Là, ce qui est vraiment inquiétant pour une partie de la population, c'est que l'existence du compte remonte, mais également son contenu. Et avec votre adresse. Donc, le risque que fait poindre DAC 8, c'est qu'on va avoir des bases de données qui sont des annuaires qui vont être des annuaires privilégiés de cibles pour des hackers, parce que dedans, nous aurons votre adresse, l'existence de votre compte et combien il y a dessus. Donc, la self-custody, les portefeuilles matériels en soi sont un outil qui permet de réduire cette empreinte numérique. Donc l'idée, c'est pas d'en faire un kit d'évasion fiscale. Il ne faut pas se soustraire à la déclaration de l'existence d'un compte. En revanche, déclarer son contenu
automatiquement, ça peut poser problème. En migrant avant la fin de l'année les fonds de votre plateforme vers ce type de solution, eh bien, vous séparez, je dirais, le contenant initial, de son contenu qui, lui, échappe, alors je prends ce mot avec des pinces, à toute centralisation dans une base de données qui pourrait être piratée. C'est quand même fou de devoir faire attention nous-mêmes en tant qu'investisseurs ou propriétaires de nos cryptos à se protéger des failles de la réglementation. Des failles de la réglementation, mais des failles de n'importe quelle base de données centralisée. Il y a peut-être 1 semaine ou 2 semaines, je crois qu'il y a eu encore un hack de base de données de l'URSSAF, 1,2 million de personnes concernées. On se rappelle il y a quelques mois du hack des données de Free. Alors là, c'est des dizaines de millions de personnes. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, en matière de cybersécurité, aucune base de données n'est réellement à l'abri. Donc si on peut avoir des moyens, je dirais, de réduire cette empreinte numérique, parce qu'on ne peut pas placer 100% de sa confiance dans ces bases de données, autant que faire se peut, connaître ces moyens-là, les comprendre et les utiliser. Je rappelle que l'adage qu'on répète souvent sur cette antenne en termes de cyberattaque, c'est pas si on va être attaqué, mais quand. On va être attaqué. Donc, notamment en matière de crypto, faisons attention à cela, évidemment. Yves Chouefati, vous vouliez revenir aujourd'hui sur les Bitcoin Treasury Companies. J'en ai parlé aussi avec Eric Larchevêque la semaine dernière, qui disait qu'elles allaient avoir un rôle de plus en plus important et un rôle d'acteur économique dans l'adoption, la généralisation du Bitcoin. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, oui. Vous nous rappelez ce que c'est que déjà le principe ? Les Bitcoin Treasury Company, c'est des entreprises ordinaires, soit héritières d'un ancien business, soit complètement créées ex nihilo, qui ont décidé d'adopter un business model qui date de 1694. En 1694, il y a un groupe de businessmen qui se réunit à Londres et qui a décidé de créer une nouvelle entreprise qui consistait à lever, avec un business model qui consistait à lever du capital pour acheter de l'or. Ils ont décidé d'appeler cette entreprise la Banque d'Angleterre. En 1800, il y a un homme d'État français qui s'appelle Napoléon, qui a fait la même chose. Il a réuni les 100 familles les plus riches de France. Il leur a dit, il va falloir que vous fassiez comme les Anglais. Et il va falloir que vous leviez du capital pour accumuler de l'or. Et il leur a dit, vous allez appeler cette entreprise la Banque de France. La Banque de France et la Banque d'Angleterre sont devenues les sociétés les plus prospères du monde, jusqu'à ce qu'elles soient malheureusement nationalisées en 1945 et en 1946. Ces nouvelles boîtes qui se créent, ce sont des instituts de réserve. Sauf plutôt que de créer des instituts qui accumulent de l'or, c'est un instrument qui est un peu archaïque, l'or. Vous savez, pour auditer de l'or, il n'y a pas 36 000 méthodes, il faut faire fondre le lingot d'or. Les stocks d'or de la Banque de France n'ont jamais été proprement audités. Les stocks d'or de la Banque d'Angleterre n'ont jamais été proprement audités. Et c'est un peu bizarre d'être soi-même, de prétendre être soi-même la clé de voûte de la confiance et de ne pas être auditable. Et donc il y a des entreprises aux États-Unis. La première d'entre elles était aux États-Unis, la deuxième, elle était au Japon, la troisième était en France, la quatrième en Angleterre, la cinquième en Scandinavie. Il y en a une qui s'est créée en Suisse il y a 2-3 semaines. Ces entreprises, elles ont vocation à déployer des trésors d'ingénierie pour lever du capital et accumuler un actif extrêmement ennuyeux, un actif qu'on ne peut rien faire, dont on ne peut rien faire à part l'accumuler, à savoir le Bitcoin. C'est ça l'histoire des Bitcoin Treasury Company. Est-ce que, parce que le Bitcoin est plus volatile que l'or pour le coup, oui. Est-ce qu'il y a un risque si le cours baisse, que la valeur de ces entreprises-là baisse également, que ça les mette en danger ? Alors, ces entreprises, elles lèvent du capital souvent par le biais des actions ou des convertibles. Et là, effectivement, l'entreprise elle-même n'est pas en danger. Le porteur risque de subir une contre-performance, mais l'entreprise, elle est viable. Pour la plupart d'entre elles, pour toutes celles que je connais, du moins, la dette est minime. La plus grosse dont je vous parlais, c'est Strategy aux États-Unis. Elle a une dette de 8 milliards de dollars. Elle a une capitalisation boursière d'à peu près 80 milliards de dollars. Elle a des actifs détenus en Bitcoin de l'ordre de 70 milliards. Donc il faudrait que le cours du Bitcoin passe sensiblement en dessous les 10 000 dollars pour qu'elle commence à être chatouillée au niveau de sa solvabilité. Donc il n'y a pas vraiment énormément de danger au cours actuel. Après, c'est un investissement. L'investissement, ça veut dire prendre des risques. Vous prenez des risques. Il ne s'agit pas de mettre tout de suite la totalité de votre portefeuille sur ce type d'actifs. Mais effectivement, si vous voulez quelque part investir dans un secteur d'avenir,
avec toutes les incertitudes que ça comporte, peut-être qu'on peut commencer à se constituer un petit portefeuille de ces entreprises-là. Vous l'avez dit, celle qu'on connaît le plus, c'est Stratégie, anciennement MicroStratégie. Voilà. En France, il y a Capital B, qui était avant Blockchain Group, d'Alexandre Lézet. Mais effectivement, il y en a un peu partout. Comment on fait pour choisir celle dans laquelle on investit? Sur quels critères on fait la différence parmi celles qui sont à côté de chez nous, par exemple? Alors, les valorisations de ces boîtes, elles sont extrêmement classiques. Une boîte, ça se valorise très souvent en multiples de ses actifs nets. Aujourd'hui, vous prenez une grosse entreprise française comme Hermès, on va estimer l'actif net d'Hermès, toutes les paires de ciseaux qu'il y a dans les entrepôts d'Hermès, les entrepôts d'Hermès, les usines d'Hermès, les stocks d'Hermès, et on va appliquer ça à un multiple. Hermès vaut plus que la somme des valeurs de ces usines. Pourquoi? À cause de la spéculation. Parce qu'il y a des gens qui spéculent que Hermès va être capable de générer certains résultats dans l'avenir. Quand la spéculation est bull, les multiples sont élevés. Quand au contraire on est dans un momentum négatif, les multiples sont plus bas. Aujourd'hui, sur ces entreprises-là, les multiples ont été hauts, mais malheureusement, comme le Bitcoin est plutôt dans un bear market aujourd'hui, les multiples sont plus bas. Et parmi ces boîtes-là, il y a une boîte qui a l'air de faire un peu l'unanimité quant à la qualité des processus de gestion de cette boîte. La plus haute capitalisation aujourd'hui par rapport à l'actif net, le plus haut multiple, c'est une boîte française. C'est Capital B qui doit à peu près capitaliser aujourd'hui à peu près 1,4 fois ses bitcoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, les agents économiques ont l'impression qu'il y a un potentiel, si jamais quand le bitcoin rebondira, de bien battre le bitcoin. Ces boîtes-là ne devraient pas avoir une valorisation avec un multiple qui est très inférieur à 1. Pourquoi? Parce que le bitcoin est très liquide. Donc il suffirait de vendre un peu de bitcoin pour acheter ses propres titres. Donc quelque part, il y a un floor. Par contre, le cap est très très élevé. Les plus hauts multiples de ces boîtes ont été atteints cette année. Ça a valu 23. Alors quand vous passez d'un multiple de 23 à un multiple de 1, ça vous avez une illustration de la volatilité. C'est extrêmement volatile à la hausse et à la baisse. MicroStratégie a fait plus 528% sur 5 ans, moins 57% sur un an. Est-ce que c'est inquiétant? D'où ça vient, ça? Ça vient de la valeur des multiples. Ça vient du multiple. De ces multiples-là. Du multiple de capitalisation boursière. Au sortir de 2024, fin 2024, en quelques semaines, le Bitcoin a fait une hausse de 100%. Donc on était dans un bull market extrêmement fort. Quand vous avez un bull market extrêmement fort, les agents économiques vont essayer d'augmenter leur bêta. Comment ils font pour augmenter leur bêta? Ils achètent des boîtes à forte volatilité exposées à ça. Ils ont acheté les Bitcoin Treasury Companies. Comme les Bitcoin Treasury Companies ont une capitalisation boursière assez limitée, dès que vous avez un courant acheteur, le prix est extrêmement apprécié. Inversement, dès que vous avez le courant inverse, le cours se déprécie. Donc à court terme, c'est très volatile. Vous l'avez dit, Stratégie a pu perdre une énorme partie de sa valeur aujourd'hui. Enfin, sur 5 ans, on reste quand même avec 500% de hausse. Donc elle fait sensiblement mieux que le Bitcoin. Comme d'habitude, il faut dézoomer sur la longueur. Est-ce que l'Europe, de façon générale, a compris cet enjeu, a assez bien compris? Parce qu'aux États-Unis, ça ne fait pas de doute, on n'est pas dans le même état. Je crois que Christine Lagarde a fait une déclaration extrêmement favorable au Bitcoin. Oui, encore récemment, oui, tout à fait. On peut compter sur elle. À chaque fois, on espère qu'elle va se retourner, mais non, ça ne marche vraiment pas. Non. L'Europe, ça n'existe pas. Il n'y a pas un porte-parole de l'Europe. Il y a plusieurs. Il y a des diversités d'opinions. Aujourd'hui, les grandes banques européennes sont toutes en train de préparer. Pourquoi elles font ça? Une banque n'est pas là pour décider ça va marcher ou ça va marcher. Une banque est là pour répondre aux attentes de ses clients. Les grands gérants d'actifs européens feront ce qu'ont fait les grands gérants d'actifs américains. L'an dernier, Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton, toutes les grosses Invesco, même Vanguard qui a résisté a fini par céder et a lancé son propre ETF Bitcoin. Aujourd'hui, dire le Bitcoin ça vaut rien, c'est passer pour un clown. Comme il y a quelques années, dire le Bitcoin ça peut s'apprécier. À l'époque, on passait pour un clown quand on disait comme ça. Maintenant, les situations se sont un peu inversées. Et c'est celui qui dit le Bitcoin ne vaut rien
qui va passer un jour ou l'autre pour un clone. Gary, pour finir, le mot de la fin. Alors moi, j'avoue, je dois avouer que j'ai un avis assez contrasté sur les Bitcoin Treasury Companies parce que, alors, je suis assez d'accord sur les boîtes leaders comme stratégie. En revanche, je dirais qu'il y en a pas mal il y a une grosse concurrence. Aujourd'hui, il y en a plus de 150 officiellement, enfin listés, mais il y en a de plus en plus. Et parfois, elles proposent des conditions souvent agressives. Et le risque, c'est que en proposant des conditions agressives, en levant du capital, elles doivent finalement revendre les bitcoins qu'elles ont en stock, ce qui est le cas de quand même pas mal de Bitcoin Treasury Companies aujourd'hui. Et parce que c'est vrai que pour rappeler, le but d'une Bitcoin Treasury Company, c'est d'accumuler du bitcoin et ne jamais les vendre. Et c'est pas forcément le cas de toutes aujourd'hui. Et je pense que la lignée pour que vraiment ce modèle persiste, ce serait d'avoir des Bitcoin Yield Treasury Companies où en fait elles font travailler leur bitcoin pour avoir un yield intrinsèque qui ne dépend pas forcément peut-être des nouveaux investisseurs. Il faudra une autre émission, Yves, pour répondre à ça, parce que évidemment, je suis obligée de passer la main à BFM Bourse. Mais en tout cas, c'est un sujet passionnant d'avoir cet avis également. Merci Rémi Daliz, fondateur de Protégez vos cryptos, Yves Chouefati, président fondateur de Tobam, et Gary Beneza, fondateur de Crypto Coulisses. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission, à retrouver en podcast et en replay et sur nos réseaux sociaux, évidemment. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Bon après-midi sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.